Bonsoir à toutes et à tous. L'Institut national de l'histoire de l'art et le château de Fontainebleau sont heureux de vous recevoir à l'occasion de la 9e édition du Festival de l'histoire de l'art. La conférence qui va suivre a pour intitulé Fouquier-les-Lances, 1970, redonner le pouvoir au peuple par l'image, tenue par Monsieur Philippe Artière. Bonne conférence. Merci beaucoup et merci beaucoup au comité scientifique et au comité, je ne sais pas quoi, enfin de programmation d'avoir eu la gentillesse de me proposer de parler ou de reparler ou de développer quelque chose qui était présent dans l'exposition que nous avons que nous avons co-organisé avec Éric de Chassey à l'école des Beaux-Arts et qui s'appelait Images en lutte 1968-1974. Je dois remercier d'autant plus Éric de Chassey qu'à la suite de cette exposition, comme c'est souvent le cas, un dossier est remonté, un dossier d'archives est remonté. Il n'est pas remonté par les voies j'allais dire naturel, il n'est pas remonté par les artistes, par le milieu artistique, mais il est remonté par une figure importante dont je parlerai brièvement tout à l'heure, qui est un ingénieur de l'école des mines, parce que à ce moment-là, à l'école des mines, il y a eu une mobilisation très forte, une politisation d'un certain nombre d'ingénieurs par rapport à la situation des mineurs. Voilà, alors ceci étant dit, donc je parle, voilà, je parle tout seul et en même temps, une grande partie de ce que je vais dire, je pense qu'il le dirait mieux que moi, mais une grande partie vient aussi de ces échanges avec Éric de Chassey. Donc comme les après-midi sont bien faites et on repart à nouveau de 68 et puis on va essayer, je vais essayer de voir quels effets, quelle circulation, quelle transformation, effectivement, quelques-unes des figures, des motifs, des images de 68 ont pu agir ailleurs, être appropriés ou que des acteurs même d'ailleurs se déplacent. On a souvent insisté sur le fait que 68 était un événement d'écriture. Michel de Certeau l'a même écrit, à la fois une prise de parole et une prise d'écriture, puisqu'il y a tout un ensemble de personnes qui se sont mis à écrire sur eux-mêmes, sur leur activité, sur leur travail. Mais donc c'est aussi, on l'a je crois suffisamment vu et vous le savez tout autant que moi, un événement visuel de la culture visuelle. Et avec évidemment notamment je dis maintenant les ateliers populaires, puisque grâce à tout un ensemble de travaux de chercheurs, on sait désormais qu'il n'y a pas seulement l'atelier populaire de l'ex-école des Beaux-Arts, entre le 14 mai ou le 17 mai vraiment et la fin juin 1968, mais qu'il y a eu aussi les arts décoratifs à Paris, qu'il y a eu aussi en région, comme on dit aujourd'hui, un certain nombre de pratiques importantes. Et de ce point de vue-là, effectivement, les travaux de mes camarades ici présents ont été importants. Et de même, dans le fonctionnement même de ces ateliers, en tout cas pour Paris, disons qu'on est arrivé grâce, encore une fois, à des remontées d'archives à l'occasion d'expositions. On s'est aperçu que, mais vous le savez aussi, que en fait, il y avait plein d'archives à l'école des Beaux-Arts, par exemple,
il y avait encore plein de choses dans les placards, et en particulier des projets. Tous les projets, enfin, on en a montré une partie au moment d'exposition, mais il y en a beaucoup d'autres, et qu'il y a un vrai travail de génétique sur chaque affiche quasiment à faire. C'est là, c'est la bibliothèque des Beaux-Arts, et il y a des petites monographies à faire. Enfin, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Alors, je crois aussi que, comme vous l'avez montré là, à l'instant, on a eu tendance à faire de ce moment un événement, et un événement comme si cet événement n'avait pas eu de postérité ou pas de réusage, enfin, une sorte d'isolat comme ça, qui a eu une forme de sacralisation aussi, sans doute liée à certains acteurs, hein, et sans doute aussi au fait que parmi là les archives de police, on a vu très tôt, on le montrait aux archives nationales, des fiches des renseignements généraux qui montraient que dès l'automne 68, des affiches étaient en vente dans une galerie rue Bonaparte, mais pas pour la cause, mais pour le collectionneur qui les vendait ensuite. Je voudrais cet après-midi revenir sur une série d'événements visuels qui ont à voir avec mai-juin 68, qui sont postérieurs, et qui en même temps peut-être s'affranchissent justement de l'atelier, des pratiques de l'atelier, des ateliers populaires, et peut-être s'en démarquent. Et ils sont liés, elles sont liées, ces pratiques, à un événement qui n'est ni une grève, hein, ni une lutte, mais une catastrophe, et je devrais dire une catastrophe ordinaire, tout à fait ordinaire. Cette catastrophe, elle intervient le 4 février 1970, mais en fait, il y en a eu deux autres avant sur la même commune, hein, c'est la commune de Fouquier-les-Lances. C'est un coup de grisou qui éclate au fond de la fosse 6 de Fouquier-les-Lances, et il y a un bilan absolument terrible, puisqu'il y a 16 morts, 12 blessés, 40 orphelins, disent les témoins. Alors, c'est un événement, c'est une catastrophe, ce qui est assez commune au début des années 70. Elle est commune, mais la réaction qu'elle va susciter n'est pas commune. Parce que 2 jours plus tard, la CGT appelle à un débrayage de 24 heures pour protester sur la question de la sécurité. Et puis, dans la nuit du 16 février, une action beaucoup plus violente, elle, est commise, puisque des cocktails Molotov sont jetés sur le bureau de la reconversion des houillères à Lens. Je reviendrai sur à la fois le côté assez extraordinaire, enfin assez fait événement de cette violence, et puis on l'oublie, et au regard de la manière dont on analyse aujourd'hui un certain nombre de mouvements sociaux contemporains, on oublie le caractère extrêmement violent de ces années 70. Et aussi comment, d'ailleurs, les artistes ne sont pas du tout dans une pacification. Enfin, c'est pas la peinture contre la violence. C'est pas du tout ça. Donc, je crois que là, voilà. Et je voudrais rappeler, parce qu'il y a, voilà, on peut ne plus s'en souvenir, qu'en fait, le 4 février 70, le président, c'est Georges Pompidou. Que c'est Marcellin qui était au ministère de l'Intérieur. Il est depuis, c'est lui qui a fait évacuer les Beaux-Arts, hein, puisqu'il y est à partir de la fin mai, pardon. Il succède à Fouché, et il y sera jusqu'en 74.
donc il y a une vraie continuité politique au ministère de l'Intérieur, que les houillères de France sont des entreprises nationales. Donc on est très très loin aujourd'hui de ce monde-là. Hein. C'est un monde où il y a des houillères avec les houillères du Nord, les houillères de Lorraine, et puis des houillères du Midi, notamment de Casseville, Alès, un certain nombre de lieux comme ça. Je vais essayer d'aller un peu, voilà, vous remettre un tout petit peu dans l'ambiance de ces villes qui sont maintenant devenues, qui hébergent maintenant des grandes institutions culturelles, mais qui sont le lieu absolument central d'un certain nombre de luttes, à la fois les grèves de 47, de 49, de 63, qui est une grève qui dure je crois 6 semaines, plus de 6 semaines, qui voit les femmes de mineurs du Nord et de l'Est venir voir le général de Gaulle, ne pas être reçues, et puis finalement voir le pouvoir gaulliste céder, accepter les revendications des mineurs, et néanmoins le général de Gaulle qui dès 63, donc là on est en 70, donc 7 ans plus tôt, dit les mines c'est fini, c'est-à-dire cet hiver les mineurs ont gagné, mais la grande bataille du charbon ils l'ont perdue. Voilà. Donc c'est le moment où, en fait, en 70, c'est déjà le déclin. Les mines fermeront définitivement au début des années 80. Enfin, et donc ça, voilà, je pense que c'était important de l'avoir en tête. Et en même temps, j'ai pas fait une recherche iconographique. Et en même temps, la mine, et en littérature et dans les arts plastiques, elle incarne vraiment l'ouvrier, puisque la commande était sur le peuple, et moi j'ai choisi d'adopter un langage, comme on dit, indigène, celui de la gauche prolétarienne, donc d'une organisation maoïste sur laquelle je vais revenir rapidement, parce qu'il ne s'agit pas de faire l'histoire de la gauche prolétarienne, j'en serais bien incapable, mais le mineur incarne très fortement, et va incarner en tout cas à un moment donné cette figure de l'ouvrier, avant qu'ensuite la gauche prolétarienne décide plutôt que cette figure du travailleur immigré, voilà, sans doute un changement, mais que vous qui regardez beaucoup mieux les images que moi, verriez facilement. Alors, donc ça c'est une première chose. Le troisième élément, c'est que évidemment le milieu artistique a été très marqué par 68, c'est vraiment. Mais qu'on est quand même avant l'Expo Pompidou de 72, qui est la création du FRAP, que certains artistes ont déjà arrêté la peinture, comme Pierre Buraglio, qui était à l'atelier, c'était même un peu, d'après ce qu'on a pu comprendre et lire, et était un peu le gardien de l'atelier populaire, en tout cas des Beaux-Arts à Paris, et lui arrête la peinture. D'autres continuent à peindre, comme Gilles Ayot, et qu'on va retrouver. D'autres enfin ont rejoint, d'une certaine manière, exactement, c'est un peu le même profil que celui d'un Alain Gesmar, parce qu'ils ne sont pas étudiants au moment de 68. En fait, sont déjà, par exemple, un Fromanger n'est pas du tout étudiant en 68. Il est né en 39. En 68, il a presque 30 ans, c'est plus un étudiant. Mais ils sont, comme Gesmar, ils vont rejoindre, en tout cas Gesmar,
carrément rejoindre la désorganisation d'extrême gauche et s'y impliquer très 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 fortement. Alors, ce que je voulais vous montrer d'abord, c'est cette fameuse. D'ailleurs, je veux montrer toujours en multiples, parce que en fait, c'est une des choses aussi qui apparaît encore une fois depuis quelques années, c'est-à-dire c'est cette question du programme iconographique, hein, et qu'en fait les affiches, on les montre toujours toutes seules, mais en fait elles étaient le plus souvent répétées et largement affichées en très grand nombre, et que avait des effets comme ça, et que par ailleurs ce slogan CRSSS date des grèves des années 40, enfin de l'après-guerre, et pas du tout de 68. Donc et aussi un tout petit peu inscrire tout ça dans une histoire plus longue. Sans doute est-ce un défaut d'historien, mais je pense à un tableau qui est exposé en ce moment en exposition rouge de mineurs dans la salle au rez-de-chaussée, qui est un tableau extrêmement proche de ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si je développe énormément sur la gauche prolétarienne, simplement dire qu'elle est évidemment née héritière du GC-ML, l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, qu'elle a été largement composée d'étudiants de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm dans un premier temps, et que ça pratique, ces pratiques, ce sont massivement des pratiques en particulier à l'UGC1, des pratiques de guérilla, et qui sont très avec beaucoup de tracts, la production d'affiches, de panneaux illustrés, de journaux, muraux. Donc là, je vous ai remis un certain nombre de choses qu'on avait de Jolivet et autres, qui sont des affiches directement liées à la représentation du mineur, qui ont été saisies, puisque c'est aussi une dimension importante, c'est que tout ce qui est affiche, en fait, toutes ces affiches ont été conservées parce que la police les a saisies. Et ce que vous verrez tout à l'heure, eh bien, ça n'a pas été saisi par la police, mais ça a été retrouvé à l'occasion d'expositions, en fait, dans des caves d'ateliers. Donc, ça n'ont pas été, sont pas rentrés dans le circuit de l'art. Donc, quand même, un mot pour dire aussi que parmi ces différentes pratiques, il y a celle aussi de produire des marionnettes. Il y a eu beaucoup une incompréhension assez amusante sur les marionnettes de l'Atelier des Beaux-Arts, c'est-à-dire sur les affiches de marionnettes, parce qu'on pensait que c'était des affiches qui mettaient en scène des personnages politiques comme des marionnettes. Mais non, c'était des vraies marionnettes, et c'était des spectacles de marionnettes qui étaient faits. Il y a un usage très, très fort de la marionnette dans l'espace urbain, avec des défilés de marionnettes, ou devant des usines, comme à Flins, ou aussi avec des jeux, avec des scénettes qui sont jouées, je pense notamment à Monique Friedman, qui a fait beaucoup ça avant qui a arrêté la peinture et fait beaucoup de marionnettes, puis est revenu à la peinture ensuite. Alors peut-être que c'est utile que je lise un tout petit peu de littérature. Enfin, c'est aussi une langue qui est lointaine, et
est inconnu des plus jeunes, je pense, enfin, sauf s'ils vont beaucoup dans les archives, mais cette langue de la gauche prolétarienne et avec cette cause du peuple qui est la cause de l'ouvrier. Et avec ce vœu finalement d'une disparition d'ouvrier. Hein, c'est bien, l'ouvrier doit disparaître, non pas l'individu ouvrier, mais la fonction ouvrière. Alors je vous lis simplement, c'est un texte juste antérieur à la catastrophe de Fouquier, qui est un moment de jonction avec les Italiens, qui s'appelle Turin 69. C'est un supplément de la cause du peuple, du numéro 13 de la cause du peuple, qui s'appelle de la grève de guérilla au soulèvement. Ce que nous voulons, ce n'est pas quelques aménagements de détails qui enjoliveraient l'exploitation. Ce que nous voulons, c'est tout. Un autre travail, une autre vie, une autre société débarrassée des profiteurs et de leurs collaborateurs de tout genre, à l'intérieur comme à l'extérieur des usines. Le travail et la vie d'esclaves qui servent à engraisser une petite poignée de crapules bourgeoises, nous les refusons de fond en comble. Nous refusons l'actuelle hiérarchie dans les usines, la pyramide des chefs bon à rien, sinon à matraquer les ouvriers. Nous refusons les cadences meurtrières, l'ambiance infernale de l'atelier. Nous refusons la misère, que ce soit les salaires de famine, les logements infects, les taudis et les bidonvilles. Et on est misérable même si on n'est pas payé au SMIC et si on n'est pas chômeur, avec les prix qui montent, les prix de la nourriture, des transports et du logement. Et ça finit par cette occupation de la vie de l'ouvrier de toute sa vie par la bourgeoisie qu'il faut détruire. Nous ne sommes pas des chiens. Donc, c'est cette image très forte chez les maoïstes d'une partie de la population. Le peuple, c'est les chiens. Enfin, je veux dire, c'est les chiens enfin, ils ont un statut de chien dans l'espace social. Alors, ça, c'est fou. Et ces photos ne sont pas inintéressantes. C'est des photos qui paraissent dans la presse juste après la catastrophe et qui vont d'ailleurs nourrir largement. Donc voilà, c'est pas des chiens, mais ils sont quand même derrière les grilles, comme dans les tableaux d'Ayo. Et cette photo aussi. Et puis des photos de l'enterrement des 16 mineurs. Alors en fait, ce qui se passe, ce qui est très important dans ce qui s'est passé en matière visuelle autour de Fouquier-Léland, c'est lié quand même à la présence de Serge July. Serge July, qui est un des militants de la GP, va à partir d'avril 70 assurer, en fait, être responsable du mouvement Mao et du mouvement de la gauche prolétarienne dans le Nord. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez, je vous l'ai dit, la catastrophe est suivie d'une attaque cocktail Molotov et que cette action est revendiquée par la nouvelle résistance populaire qui est on pourrait dire la branche armée, en tout cas un mouvement qui revendique ouvertement l'usage de la violence, et que c'est un des leaders, en l'occurrence Jean Chiavot, qui fait partie qui a fait partie de ce commando. Donc Chiavot a été dénoncé, il a été arrêté. Il faut quelqu'un. Et July y va. Or, July est très proche d'un certain nombre de gens, on le sait depuis, largement, puisqu'il a écrit beaucoup, notamment sur Fromager, et ils se sont connus dès 68-69. Donc, et par ailleurs, July a des liens aussi avec un certain nombre d'intellectuels qu'on appelait les démocrates, la gauche prolétarienne, Sartre,
Simone de Beauvoir, Michel Vian, enfin toutes ces personnes qui vont, au moment, j'avais prévu de vous donner quelques éléments de l'histoire quand même assez violente de l'AGP, qui vont être l'objet qui vont faire barrage à l'interdiction du journal, et à ce qu'on connaît bien, au fond, protéger les militants. Les protéger, et ça fait, enfin, je tenais à le dire, les protéger par exemple, parce que le 17 juin, donc presque quasi 50 ans, 69, le 17 juin 69, il y a quasiment 50 ans, c'était le premier anniversaire de la mort de Tautain et de Gilles Tautain à Flins, et que la GP entre en force dans l'usine Renault, par exemple, à Flins, et affronte violemment la maîtrise. C'est aussi en septembre 69, l'incendie de la banque Rothschild, l'attaque des locaux de l'Aurore, tout un ensemble d'actions. À Marseille, encore l'attaque d'un commissariat de police. Et en 70, début 70, c'est cette fameuse action au sein d'occupation du CNPF avec Marguerite Duras, Jean Genet et d'autres. Mais surtout, c'est aussi, encore une fois, l'attaque d'un commissariat de police. Donc, on est dans un moment qui est un moment extrêmement violent. Et, la violence contre la classe ouvrière et contre l'ouvrier, elle se manifeste elle s'incarne d'une certaine manière dans cette catastrophe. Elle donne lieu au printemps à la création du Secours Rouge. C'est la fin du printemps, c'est le 11 juin, pour justement défendre un certain nombre de militants et disons orchestrer ce qui va devenir massivement, à partir de 1970, des comités vérité. Alors, il y avait des comités vérité Vietnam, il y avait ça, mais des comités vérité qui vont se multiplier. Alors, je vous ai juste mis là, l'ensemble de ces comités vont se réunir en 17 décembre 72. Mais ça va de comité vérité sur la mort de Pierre Auvernay, comité vérité sur l'affaire Jobert, comité vérité sur beaucoup de et ils s'inscrivent, ces comités, c'est tous ces comités vérité dans la mise en place progressive, la tentative de mise en place de procès populaires. Ces procès populaires, le plus célèbre, c'est celui de Lens, qui a lieu à la suite de la catastrophe de Fouquier-les-Lens. Et en fait, on ne peut pas penser l'événement visuel et l'événement de peinture sans ce moment qui est en lui-même une reconstitution, qui est la reconstitution ou une mise en scène d'un appareil d'État, un tribunal, avec Sartre en procureur, les ingénieurs et les mineurs venant témoigner à la barre, et les médecins sur la condition du mineur. C'est vraiment très. Alors ça, c'est l'appel, c'est le tract d'appel. Je ne voudrais pas être trop long non plus. Et ce tribunal, évidemment, il a lieu juste avant le passage devant la Cour de sûreté de l'État de plusieurs militants qui impliqués dans l'attaque du siège des Houillères. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté,
puisque c'est quand même l'essentiel de ce qui vous intéresse. Qu'est-ce qui se passe du côté des images? Qu'est-ce qui se passe du côté de la production artistique? Alors, il y a beaucoup de gens, je l'ai dit, qui se mobilisent. Il n'y a pas seulement les artistes. J'ai parlé de l'école des mines, mais il y a tout il y a les médecins qui font... notamment, je pense l'école des mines, je pense notamment à l'ingénieur Leroy, en fait, dont cette remontée d'archives, lui, c'était un des acteurs. Mais il y a aussi François Ewald, qui est là-bas, qui est un militant de l'AGP, qui est professeur de philosophie au lycée de jeunes filles de Lille. Tout un ensemble de gens comme ça qui se mobilisent pour faire des contre-expertises, qui se mobilisent aussi pour vendre, enfin, pour trouver de l'argent pour les veuves. Parce que les veuves, elles sont maintenant démunies de tout. Et ils produisent un certain nombre d'artistes, produisent on pourrait dire, ce objet un peu particulier qui est c'est un ensemble de sérigraphies, c'est une brochure qui est, j'y reviendrai, un objet assez singulier puisque c'est un objet très composite, à la fois utilisant des matériaux venant des familles et des œuvres d'un certain nombre de peintres. Alors je vous lis peut-être, c'est le plus intéressant, c'est la prise de parole de Fromanger juste avant le procès, quand on dit « mais qu'est-ce qu'ont fait les peintres ?» Et alors ce qui est intéressant, c'est que Fromanger, immédiatement, son discours de légitimation, c'est le suivant: « Fort de leur expérience et de leur atelier, fort de leur expérience de leur atelier populaire des Beaux-Arts de mai 68, les peintres ont senti la nécessité de se lier aux mineurs. » Et il fait ensuite lecture d'un tract. Et dans ce tract, on comprend que, en fait, d'une part, évidemment, il y a une dénonciation de la mort des mineurs, mais il y a aussi une enquête, quasiment une enquête auprès des familles des mineurs. Parce qu'en écoutant les mineurs, les femmes de mineurs, les enfants racontent leur vie, se sont aperçus des odieux mensonges que la bourgeoisie fait courir sur leur sort, comme l'idée qu'ils gagnent fort bien leur vie. Puisque depuis 1963, le statut des mineurs a été largement amélioré. Alors, quand il en vient maintenant aux modalités de soutien, il dit ceci: « Avec eux, ils ont conçu affiches, tracts et dessins sur la campagne contre le bureau des houillères. Avec eux, ils ont décidé d'aller aux portes des puits. Pour eux, ils ont collecté tableaux, dessins, sculptures qui seront mis en vente et dont le produit ira aux femmes des mineurs assassinés à Fouquier-les-Lances le 4 février 70. Avec eux, après la campagne du procès, ils ont décidé de continuer à travailler ensemble. » À ma connaissance, je n'ai pas connaissance d'un travail commun, si ce n'est, et on peut y voir un lien, l'avant-libération, Pirate, hein, puisqu'avant le journal Libération qui paraît en 73, il y a Pirate, enfin 73-74, il y a 3 numéros d'un journal qui s'appelle Pirate, dont un est fait avec les gens du Nord. Donc premier élément, des affiches, et puis deuxième élément, un ensemble de tableaux. Alors ces tableaux, ils ont été peints pour l'occasion. En tout cas, ceux qu'on a retrouvés. Alors je reviens, je ne sais pas où j'en suis là. Je reviens sur un premier objet qui est ce journal d'une veuve de mineurs
Alors, c'est pas pour rien que je vous ai montré des photos de la presse, parce qu'il y a un usage très fort dans ce journal d'une veuve de mineur de coupures de presse, comme celle-là, et puis de tout un matériau qu'on pourrait dire une archive familiale. Et puis, à nouveau, deux photos que vous avez vues tout à l'heure, donc simplement découpées et montées avec un usage de l'écriture manuscrite, toute simple. Là encore, photo de l'enterrement. Donc il y a deux versions qui ont été produites de cet objet. On n'en a trouvé qu'une seule, qui est une version imprimée. Mais enfin, on a pu en montrer qu'une seule, c'est la version imprimée. Mais il y a une version, d'ailleurs, dont je crois Fromanger en a encore un exemplaire. C'est une version de luxe qui a été vendue à des collectionneurs, enfin des acheteurs en tout cas. Et cette version était sérigraphiée, alors que cette version non, ça c'est la version sérigraphiée, et celle qu'on avait montrée était une version imprimée à partir de la sérigraphie. Et puis, deuxième élément, c'est 20 tableaux qui sont montrés en 71. Mais là, il y a un peu un doute sur ce qui est ces 20 tableaux, s'il n'y en avait pas plus avant, puisque en fait, dans la documentation, on apprend qu'il y a eu une vente de tableaux de Rancillac, Chaucer, Ciné, Reiser, Hélion, Marfin, Ruteau, Silbermann, De Gotex, Bellegarde, Devanne, donc à la fois des gens de support surface, de figuration libre, etc., qui sont là. Ayot, Télémaque, Miralda, Ipoustegui, dont on avait montré la sculpture qu'il avait consacrée à Pierre Auvernais un peu plus tard, en 72. Rougemont, Jolivet, dont je vous ai montré un certain nombre d'affiches tout à l'heure, Fromanger, Biras, et 7 artistes étrangers dont les noms sont tus. Et notamment certains artistes, un artiste espagnol qui est Arroyo, dont on tait toujours le nom de peur qu'il soit expulsé, mais aussi Rulio Leparc, qui donc ils offrent des toiles. Alors ces toiles, certaines sont montrées ensuite, c'est probablement les invendus, sont montrées en novembre, décembre 71, parce qu'on n'a pas retrouvé les autres. Les 16 autres, et que en tout cas c'est celle de Ayot, donc d'ailleurs très proche de la photographie que vous avez vue tout à l'heure, qui est elle-même reproduite, cette toile, non pas la photographie, mais le tableau est reproduit dans le journal de la veuve de mineur. Donc une circulation là aussi qui est extrêmement, je parle sous ton autorité, Julien, mais qui est très typique de ce début des années 70, où finalement l'information, elle est produite d'abord pour les principaux concernés, c'est-à-dire que c'est pas des toiles pour l'extérieur, puisque on n'a
pas de documentation qui prouve cela, mais apparemment, c'était pas seulement, ces toiles n'ont pas été produites seulement pour être vendues, elles avaient été produites aussi pour être montrées dans un certain nombre de villages alentours, à Fouquier. Et les municipalités communistes environnantes ont refusé de voir les Mao accrochés chez eux. Ce qu'on comprend bien, puisque je n'ai pas dit à quel point, évidemment, la GP, avant d'être maoïste pro-chinoise, elle est surtout anti-PCF. C'est surtout ça qui caractérise, c'est une des caractéristiques de la gauche prolétarienne, en plus de l'établissement dont je n'ai pas parlé parce que ce n'était pas le lieu maintenant. Donc ce tableau de Hayot, cet autre tableau de Hayot qu'on a montré, qui est dans un sale état, n'a pas du tout été restauré, qui n'est jamais allé sur le marché. Oui, il a été sur le marché, mais on imagine mal qu'une toile de Hayot comme ça, le 19 janvier 71, chez Rougemont, n'ait pas trouvé acquéreur. C'est un peu troublant. Et puis après, alors des toiles, une toile d'un Lucien Matelin qui est voilà, beaucoup plus. Je ne sais pas si vous avez les images, les représentations, y compris par la presse, de Fouquier-les-Lances, mais qui est très extrêmement réaliste, extrêmement aussi avec les symboles classiques, Mickey, le cigare, du patron qui regarde l'enterrement des ouvriers. Et puis cet autre tableau de Hayot. Ouais. Non, parce qu'en fait, c'est une collection privée et ils sont pas pour l'instant. Ils sont retournés là où ils étaient et la personne qui les détient n'a pas souhaité faire état. Donc ils n'ont pas rejoint pour l'instant, ils n'ont rejoint aucun fonds public. Alors soit c'est puisque c'était un atelier de peintre, c'est un des peintres qui a acheté ces toiles à l'époque et qui les a laissées au fond de son atelier. Soit c'est en fait, ce qui s'est passé, c'est dans l'atelier d'un des peintres qu'Éric de Chassey, à l'occasion, pour aller chercher une toile, a vu des toiles. Il a dit qu'est-ce que c'est ça et je crois que c'est pas le peintre, je crois que c'est son ayant droit. Non, a dit je sais pas. Et il y avait donc ces tableaux. Quand on sait la production d'un Gilles Hayot qui est quand même pas considérable en termes de nombre de toiles, c'est vrai que là il y en avait déjà, il y en avait 3 totalement inédites, quoi. Et puis celle-là de Fromanger. Qui est faite à partir d'une coupure de presse, projection, une technique de Fromanger avec projection de l'image et de l'image journalistique, la photographie journalistique et sur le mur. Donc je finirai peut-être par là, parce que ce qui est très troublant, c'est cette espèce d'hésitation entre court-circuiter le marché de l'art et puis justement l'utiliser, quoi. Ce qui n'est pas, franchement, je m'en étonne, mais c'est des choses qu'on a vues au moment de l'indépendance algérienne. Le musée d'Alger est constitué par des dons d'artistes proches du FLN.
Bon, ensuite, et à l'initiative d'ailleurs de Jean-Jacques Lebel, ensuite, bon, les toiles vont être récupérées par un certain nombre d'apparatchiks du FLN et chez ces officiers, mais voilà, et le musée finalement n'existera jamais en tant que tel. Et c'est aussi une pratique qu'on avait vue au moment des comités Vietnam et avec une salle pour le Vietnam. Donc juste après 68. Et ça avec notamment des toiles de Buraglio. Donc c'est pas ce qui est intéressant à mon sens, c'est dans cet événement-là, événements multiples, c'est peut-être la manière dont s'articulent trois pratiques différentes. Celle de produire des affiches, celle de produire un objet qui va être un objet éventuellement de mémoire, et puis celle de cette peinture historique. Parce qu'on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure ces tableaux, leur intérêt majeur, c'est précisément leur série, qui font série, et surtout qui réactive le genre de la peinture historique. Alors, je vous ai mis, parce que en guise de remerciement, je vous ai mis quand même les remerciements de l'une des veuves. Je remercie les peintres de Paris de nous avoir aidés financièrement grâce à la vente de leurs tableaux pour secourir les veuves, orphelins et blessés de la catastrophe de Fouquier, mercredi 4 février 70. Encore une fois, merci. Là encore, c'est une recherche vraiment en cours, puisque il y a beaucoup de... Il y a pas mal de dépôts d'archives qui se font, d'artistes qui ont envie de partager. Je pense à Pierre Buraglio qui nous a envoyé, Eric et à moi, des éléments, pas forcément sur Fouquier, mais sur ce rapport entre un certain nombre d'artistes et des organisations politiques d'extrême gauche. Non, je n'ai pas trouvé. Non. Je suis de la génération d'Alain Gesnard. Et bien sûr, donc, je n'ai pas de connaissance particulière sur cette époque, 68, 70, 72, etc. J'ai connu tout simplement, comme tout Parisien qui se respecte. Ah oui. Mais ce que je voudrais savoir un petit peu, c'est pourquoi il y a une telle différence entre les situationnistes de Guy Debord, qui, eux, ont tenu la Sorbonne pendant un moment, et ensuite, après, la GP, la gauche prolétarienne, les a enterrés, si on peut dire. Moi, je ne suis pas situationniste spécialement, mais je sais que Guy Debord, par contre, a fait l'objet d'une exposition à la Bibliothèque nationale il y a quelques années. Il y a un catalogue. Tout son fonds documentaire a été donné ou pris par... peut-être, vous êtes au courant, alors bon, ça a été vendu. Oui, ça a été vendu, mais quand même, c'est resté dans le patrimoine. C'est-à-dire, c'est dans les archives de la Bibliothèque nationale. Voilà, donc c'est consultable. Et il y a beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la même chose, justement, avec toutes les œuvres des Beaux-Arts et les peintres? Pourquoi est-ce que la gauche prolétarienne, disons, d'une part, du point de vue des situationnistes, fait échouer 68, puisque leurs descendants, c'est les bobos actuels. Donc, du point de vue des situationnistes, 68 a échoué à cause de la gauche prolétarienne. Il y a deux questions, en fait. Oui. Il y a d'abord le fait qu'il y a l'histoire des situationnistes par rapport à la gauche prolétarienne. J'y ai insisté, merci.
les militants de la gauche prolétarienne, ils militent bien avant, ils militent dès 65. Hein. Donc en fait, 68, c'est un mouvement qu'ils méprisent dans un premier temps, avant de se réorienter vers certains éléments. Ils comprennent qu'il s'est passé quelque chose, mais que dans un premier temps, eux, pour vous donner une idée, comme vous le savez, Robert Linhart s'établit en octobre 68. Donc à l'automne 68 et livre en 78 son fameux texte l'établit. Donc ça c'est un premier point, c'est-à-dire que et que ce même Robert Linhart, il était ce qu'on appelle pied rouge en Algérie avant 65. La génération de Jesmar, pourquoi Jesmar est immédiatement identifié? Parce que en fait Jesmar était dans les comités contre la guerre d'Algérie en 61-62. Parce que lui, évidemment, il est plus âgé. C'est pour ça que j'ai insisté aussi sur des générations. Voilà, il était des mines. Oui, parce que c'est un syndicaliste du CNRS à l'époque. Donc ce que je veux vous simplement dire, c'est que et de même, le mouvement Situ, il démarre pas avec 68, il est déjà là. Alors ça, c'est une première chose. Après, pourquoi les situs sont évacués et qu'on a au moment de 68, après la première série d'occupation de la Sorbonne et ce mouvement d'occupation avec ces fameuses affiches noires que vous avez peut-être en tête, ça c'est aussi le propre rapport des situs au mouvement étudiant et ouvrier mais alors oui. Oui, enfin, je pense pas que les situationnistes, justement, soient. Enfin, vous l'avez dit, il y a une patrimonialisation très forte. Il y a des travaux en ce moment sur l'international situationniste, mais vraiment jusqu'à le pavillon, en particulier, c'était il y a 2 ans, le pavillon belge montrait combien il y avait même un situationnisme au Congo. Donc ça, je ne sais pas, il y aura peut-être des gens qui vont démentir, mais on peut pas dire que la postérité du situationnisme soit nulle. Enfin, je pense que il y a beaucoup de travaux sur les situs. Alors concernant l'archivage, parce que c'est mon seul domaine à peu près. À la bibliothèque, à la contemporaine maintenant, bibliothèque de documentation internationale contemporaine qui est dans l'université de Julien à Nanterre. Il y a plusieurs choses importantes. Il y a d'abord un fonds qui s'appelle Mémoire de 68, dans lequel il y a beaucoup d'archives de la gauche prolétarienne, mais la gauche prolétarienne ne faisait pas des œuvres. La gauche prolétarienne militait, faisait des tracts. Oui, sinon dans les archives de la sinon les affiches qui sont saisies. Donc il y a énormément de documentation qui a été donnée par les militants lors d'une collecte à partir entre 88 et 98. Donc il y a cet archivage-là. Il y a un archivage policier qui va bientôt être ouvert puisque les archives, la loi permet l'accès aux archives 50 ans plus tard. Donc en 2020, on pourra avoir toutes les archives policières sur Fouquier. Et en 22 sur l'assassinat de Pierre Auvernais, etc., etc. Donc ça, c'est le temps de l'histoire. Et puis par ailleurs, il y a encore des choses effectivement chez un certain nombre de militants. Et on peut difficilement les braquer.
Donc, de fait, il va y avoir, enfin, c'est triste à dire, mais quand une génération vieillit, soit elle pense à déposer, soit ce sont les ayants droit qui se retrouvent avec un ensemble de papiers et à ce moment-là, ils se disent bah, peut-être que ça vaudrait la peine. Et comme généralement, enfin là de plus en plus, les archivistes, les historiens et historiennes, les historiennes et les historiens de l'art se disent bah, peut-être que ce serait bien de donner ça à une institution. On arrive quand même à... On ne peut pas dire que la gauche prolétarienne est totalement disparue des fonds d'archives. Et d'autre part, comme elle était interdite plusieurs fois et qu'il y a eu de nombreuses saisies, c'est un peu comme la Ligue communiste révolutionnaire. Je pense qu'il y a des matériaux de quoi faire un certain nombre de thèses. Voilà, donc il n'y a pas de... Simplement, c'est vrai que l'avantage avec la gauche prolétarienne, c'est qu'elle ne coûte pas 3 millions d'euros. Oui, je voulais poser une question dans la suite du débat, justement sur la Ligue communiste, parce que là, on a l'impression qu'il y a juste la gauche prolétarienne qui intervient, mais les trotskistes, qui étaient quand même très très présents à l'époque dans le paysage gauchiste, la Ligue communiste, alors est-ce qu'ils étaient absents ou ils ont été exclus par les maoïstes, parce qu'ils n'ont aucune présence là dans cette affaire apparemment. Voilà. Où sont les trotskistes ? Ben, 400 ans, ouais. Oui, non, c'était quand même un territoire particulièrement communiste. Ce coin-là, il faut bien comprendre, c'est juste entre Lens et Nain-Beaumont, c'est le bout de la langue de Charbon, c'est là où elle est la plus profonde. C'est l'endroit où, quand ils ont commencé à creuser, c'est les endroits les plus profonds, les plus difficiles à atteindre, et c'est l'endroit où il n'y a eu aucun développement industriel associé à l'exploitation du charbon, parce qu'on savait déjà que ça se finirait. Donc, contrairement à ailleurs, un peu plus haut, à Douai, là où il y a eu la saisie des documents, là, il y a énormément d'usines qui sont des bastions du Parti communiste. Et les trotskistes, non, il y en a très très peu là-dedans. C'est extrêmement... Il faut dire que ça, ce sont un peuple, si on doit reprendre le thème. C'est un peuple qui est quand même extrêmement encadré, et qui est encore encadré à ce moment-là, et par le paternalisme catholique, extrêmement fort, et par le Parti communiste. Et ce petit morceau-là, ce qui est assez étonnant dans ces représentations, c'est qu'elles sont extra-industrielles, extra-ouvriéristes, alors que c'est quand même des endroits où il y a beaucoup de mineurs paysans pour avoir un complément de salaire, même début des années 70, surtout dans ce coin-là. Et quand on... Parce que donc la figure du mineur, comme le mouton, elle est très, très disputée. Et le Parti communiste a mis en place aussi pour mettre en représentation, pour figurer sa parole. Ça s'appelait Tout au bout de mon piqueur. Le piqueur, c'était le marteau-piqueur. Et donc effectivement, non, il y a assez peu de... Les trotskistes, c'est plus de mettre un pied là où ils peuvent avoir des relais avec les enseignants. Et là où il y a un peu plus des entreprises. Ce milieu de la mine, il est quand même très... Mais alors, ce qui est drôle aussi, c'est que, comme tu l'as dit, c'est commun, ce genre de tragédie. Donc, il y a tout un rituel qui est très... et qu'on retrouve amplifié un peu médiatiquement, etc. Mais le rituel est incroyable. Ah oui, c'est... Ouais. Ouais. Mais donc c'est quand même c'est quand même un espace qui est moins dense au niveau du tissu industriel et des grands bataillons militants du Parti communiste. Ça. C'est des plus petits villages. Voilà. Pas simplement, mais un peu. Si tu remontes la langue de charbon un peu plus à l'est, que tu vas la vallée de la Scarpe, la vallée de l'Escaut, là il y a beaucoup plus d'entreprises. Et là on est vraiment dans la mono-industrie de l'exploitation minière.
où il y a vraiment que des mineurs quasiment. Hein. Donc si on veut vraiment hyperboliser la figure du mineur, il faut vraiment aller là. Parce qu'à côté, le mineur, il sera plus, socialement, il sera plus hybride. D'abord, il est plus hybride qu'on l'imagine. Quand on lit les écrits autour des mineurs, qu'est-ce que tu fais quand tu as un jour de congé? Je fais le potager, je fais mon jardin, j'ai mes poules. C'est très... Ouais. Et un peu plus à l'est, pas forcément l'ancien bassin textile, l'île Roubaix-Tourcoing, hein, mais même plus Douai, Valenciennes. Ça, on a un monde industriel qui est quand même plus large, même s'il y a la mono-industrie du charbon, pour laquelle, dès le milieu des années 70, la revendication du Parti communiste, ça sera la diversification industrielle, avant même l'arrêt de mort, quoi. D'où l'arrivée de la régie Renault-Douai, Renault à Douai, dès le tournant 81, quoi. Personnes qui peuvent apporter des éléments, mais c'est parce que stratégiquement et politiquement, c'est très fort, quoi, de s'installer là et de faire de ce... Parce que, encore une fois, si on regarde le calendrier, si on regarde la chronologie, on s'aperçoit que des coups de grisou à la même période, après, il y en a un à Liévin, cela dit, et qui fait aussi l'objet d'une mobilisation, mais il y a là une connaissance en fait de la géographie que tu viens de décrire qui est quand même beaucoup plus subtile que je ne le pensais. En t'écoutant, je me disais alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre aussi de militants de l'AGP qui, pour des raisons professionnelles, pas seulement ils ne sont pas allés s'établir là-bas. Je pense à Ewald par exemple, c'est les enseignants et eux. En fait, ils repèrent, en tout cas, ils se retrouvent là. Alors c'est vrai pour, la femme de François Ewald était à Bruay-en-Artois, mais Bruay, c'est pas tout à fait là non plus. Donc cette connaissance, et je ne sais pas en fait quels sont les travaux qui sortent à l'époque sur l'histoire de la mine dans le Nord. Les travaux de Michel Perrault, elle soutient en 72, mais de toute façon, c'est pas elle n'est pas vraiment du côté... elle n'est pas avec les maoïstes. Il n'y se pas ses travaux, mais qui... voilà. L'hypothèse des enseignants, elle est très forte. Hein, parce que comme il y avait... Les premières mutations à ce moment-là étaient là. Non, mais si on faisait une prosopographie du monde politique ensuite et du militantisme, quelqu'un comme Alexandre Adler, il était prof à Douai au moment de l'élection de Mitterrand. Donc ça, c'est... Je pense que... Voilà. Je pense aussi que l'adversaire politique principal de la AGP, c'est la CGT et le PC, et donc ici aussi clairement. Et le mineur, c'est le personnage symbolique par excellence du PC. Hein. C'est la bataille de la reconstruction, tout ça. On a travaillé un peu là-dessus. Il y a Renault d'un côté, et puis après, c'est le Nord, la mine, parce que c'est aller taper le PC dans ses bastions. Ce que les trotskistes ne font pas. Et en même temps, c'est aller s'installer dans un maillon un peu faible. Parce que le maillage un peu plus en amont. Ouais, mais c'est pas. Et c'est là que tu trouves la figure hyperbolique. Le mineur le plus pur. D'accord. Le minerai le plus pur du peuple, pour revenir à notre thématique. Non, mais vraiment. Le minerai c'est du sûr. peuple, c'est le mineur de Pierre. En tout cas, on a réussi à coller au thème, ce qui n'était franchement pas gagné quand j'étais dans l'autobus en venant. Donc, merci beaucoup de votre attention.